Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on va dire, à la demande générale, hein, j'ai reçu beaucoup d'encouragement pour pouvoir un petit peu rentrer un peu plus dans les détails de ce que j'avais dit dernièrement. On me dit que je parle sans rien dire, sans savoir de quoi je parle. Donc j'ai fait les recherches. Voilà, j'ai été chercher les chiffres exacts, les dates exactes, et je vais vous donner un petit peu tout un paquet de choses. Donc, ce sont des choses que j'ai vécues. Ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, ce n'est pas des choses que je dis comme ça au pif. Voilà, on me demande où est-ce que je vais chercher tout ça et pourquoi j'ai l'air un petit peu inquiet sur l'avenir. Et bien tout simplement, vous allez comprendre pourquoi ce que j'ai vécu, comme je vous ai expliqué, à partir des années 80. Alors déjà, et encore une fois, je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. On s'est tous fait griller par le système de consommation. On n'est pas coupable, on était gosse et on a grandi avec tout ce système. Enfin vous, parce que moi personnellement, j'ai grandi en sautant dans les flaques d'eau, en jouant dans les bois, voilà. Et pas en jouant sur des écrans, ça c'est clair. Maintenant, m'insulter ça sert à rien, j'étais juste le témoin de mon époque et je vous donne un petit peu les résultats. Comme je disais, j'ai 62 ans, enfin 61 ans, et je ne suis pas encore gâteux, donc j'ai encore toute ma tête et je peux quand même vous dire ce que j'ai vécu. Maintenant, c'est vrai que je sois... il y a toujours 20 fois plus de likes que de dislikes dans pratiquement toutes mes vidéos, mais là, j'ai eu le malheur de parler des jeux vidéo et je ne sais plus de quoi... des cigarettes par exemple. Évidemment je me fais insulter, mais je ne me fais pas insulter par des gens qui disent tu as parlé de mon maître qui me dirige, donc je t'interdis de parler de ça, tu dis n'importe quoi, au lieu de dire je suis complètement addict et je ne peux pas m'en passer, tu n'as pas le droit à toucher à mon maître. Voilà, donc je vais vous lire le texte que j'avais fait, hein. Donc j'avais commencé par demander à quelqu'un des années 80 ce qu'il pense des jeux vidéo, ou des années 90 ce qu'il pense des téléphones portables. C'est comme demander à un député de la République En Marche ce qu'il pense des discours de Macron, surtout à propos des gilets rouges, des gilets jaunes, pardon. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Voilà, donc c'est sûr que, comme je dis, on ne peut pas discuter avec les addicts, hein, les addicts comme le gouvernement, hein, les addicts ont un plan. Ne jamais s'arrêter, toujours prendre du plaisir. Ils ont trouvé un moyen de se donner du plaisir, de la satisfaction, parce qu'ils ont des récompenses, hein, ça va vers l'amygdale, hein, le circuit de récompense. J'ai gagné mon jeu, ouah, je suis quelqu'un. Ouais, seulement le problème c'est que tu es resté 2 heures assis le cul sur ta chaise, et que pendant ça, il y a des choses qui sont passées dans ton organisme. J'ai oublié de prendre encore les trucs sur le sport, mais je voulais pas faire 6 pages. Donc je regarde toujours si ça filme, parce que c'est une nouvelle caméra, j'ai changé de caméra, l'autre avait complètement pété, et pour 10 minutes de caméra, il fallait que j'essaye de mettre pendant 20 minutes la carte SD dedans. Ok. Donc voilà, vous êtes né et grandi avec tous ces gadgets qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Je viens d'écouter une conférence sur la résilience, comment résister au choc de la décadence et de l'effondrement. Eh ben, tout simplement, il faudrait retourner comme dans les années 60. Si vous regardez les films sur les années 60, extraordinaire. Vous allez voir un petit peu le climat qui s'en dégage, ça n'a rien à voir. Regardez les films de Paris dans les années 60, de la vie dans les années 60, vous verrez, c'était complètement différent. Ok, donc moi j'ai constaté, surtout à partir des années 80, hein. Donc ces années 80, j'avais plus de 20 ans, hein, donc j'avais 22, 23, 25 ans, hein, dans les années 80 jusqu'à 30 ans, 87. Donc c'est des choses que j'ai vécues, pas comme un ado, pas comme un enfant. Voilà, donc les années 80, je les ai vécues, je les ai vues de mes yeux. Donc j'ai vu s'installer les fours à micro-ondes dans les foyers, j'étais étonné, tiens, 85, 86, fours à micro-ondes. Donc il y avait à peu près 20% des foyers en 90 qui avaient un four à micro-ondes, aujourd'hui 85%. C'est pas innocent. Tout le monde connaît les problèmes faites des recherches sur les micro-ondes, vous allez comprendre. J'ai vu la drogue dans les cités aussi, hein, ça c'est clair, hein. Les gamines qui allaient chercher des moyens de contraception à la PMI du quartier
revenir avec tous les conseils de l'assistante sociale pour calculer sa période de fécondation avec un thermomètre par la méthode des températures, afin de tomber enceinte et de percevoir les allocations de mères célibataires. Je l'ai vu, c'est des témoignages des filles qui allaient à la PMI, hein. Donc les assistantes sociales à l'époque, c'était les nénettes des années 70, voilà. Ok, donc d'après l'INSEE, en 75, il y avait 9,5 millions de mères célibataires. En 81, donc 6 ans plus tard, c'est à partir de là que j'ai commencé à dresser les oreilles, il y avait 10 millions de mères célibataires, donc 500 000 de plus en 6 ans. 500 000 en 6 ans. Et puis en 90, 13,5 millions. 13,5 millions de plus de mères célibataires qu'en 81. 3 500 000 en 9 ans. Alors qu'avant, il y avait eu, en 6 ans, 500 000 de plus. Il y a eu 3 millions de plus, pratiquement, à peu près dans la même période. C'est pas rien. Hein, je me souviens, on a réhabilité les quartiers HLM où j'étais pour mettre des mères célibataires. Voilà. Je vous dis pas, quand tu vivais en HLM, un bébé ça pleure toutes les 2 heures, mais pas tous les bébés en même temps. Donc, ce qui fait que moi j'étais veilleur de nuit, et la journée quand je rentrais, voilà, donc j'ai démissionné, parce qu'il fallait que je dorme au moins 2 heures, et là c'était pas possible. Donc dans les années 90, le téléphone portable arrive, et en 99 est annoncé dans tous les médias, radio, télé, journaux, la perte de 50% des pratiquants dans les associations, les pratiquants d'activités sportives. Donc le sport extrascolaire, celui qui est non obligatoire, allait perdre 50% de ses adhérents, dont dans ces 50%, il y avait 80% de filles. Ça, je l'ai dit, ça ce sont les chiffres. Hein. Les mères donnent des téléphones portables à leurs enfants, surtout à leurs filles, pour pouvoir se tranquilliser, savoir où elles sont et ce qu'elles font, en leur téléphonant à chacune de leurs angoisses. Mon Dieu, qu'est-ce que fait ma fille en ce moment? Hop, un coup de téléphone. Oh, puis d'intérêt, sinon elle surprime le forfait. Hein. Ah, je te supprime les jeux et le forfait sur le téléphone. Voilà. Est-ce que c'est sans danger pour les gosses? Tout le monde connaît les dangers du micro-ondes aujourd'hui. Hein. Alors ça me rappelle que dans les années 50, hein, on offrait aux enfants des jeux, il y en a un qui s'appelait le laboratoire d'énergie atomique Gilbert U-238. C'est des jouets pour enfants, hein, produits entre 1950 et 1951. Parmi les objets fournis dans la boîte, on trouve un compteur Geiger-Müller, un spin tariscope, un électroscope, une chambre à brouillard et 4 sources de radioactivité. Donc des sources d'uranium. Hein. 4 morceaux d'uranium, pardon. La boîte valait 50 $, ce qui constituait une grosse somme pour un jouet, puisque ça correspondait à 450 $ actuels. Alors ça n'a pas eu un grand succès, parce qu'en fin de compte, le jeu coûtait trop cher. Hein. C'est pas parce que c'était dangereux, hein, c'est parce que c'est trop cher. Et je me souviens d'une émission où j'expliquais, on prenait les barres d'uranium, les mamans mettaient ça dans le biberon des bébés pour on leur disait que ça leur donnait de la force. D'accord? Donc dans toutes les bouteilles, on mettait de l'uranium, des barres d'uranium, voilà. Personne ne sait de quoi est mort Marie Curie ou quoi? Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc les utilisations possibles du laboratoire Gilbert, mesurer la radioactivité avec l'électroscope, regarder la désintégration des matériaux radioactifs avec le spin tariscope, et chercher de l'uranium à l'aide du compteur Geiger-Müller. Un manuel gouvernemental inclut dispenser des conseils aux jeunes prospecteurs d'uranium, pour jouer aux prospecteurs, hein, et promettait une prime de 10 000 $ à ceux qui parviendraient à trouver un filon de précieux minerai, dont les États-Unis ont peu de gisements. Le grand pays producteur est le Canada. Voilà, alors ça, le Canada, j'ai vu une autre émission qui s'appelait Le Crime nucléaire, que je montrais en VHS à tous mes stagiaires dans les années 90. C'est en fin de compte, le gouvernement canadien utilisait les Indiens, les autochtones, pour les faire travailler dans les mines d'uranium à ciel ouvert. Donc c'était gardé par l'armée, c'était totalement interdit d'accès, mais on n'y mettait pas les Canadiens, entre guillemets, on mettait les Indiens de souche. Donc les descendants certainement des Iroquois et des Pieds Noirs. Voilà. Donc c'était tellement rare l'uranium aux États-Unis que dans ces jeux il y avait un manuel qui promettait 10 000 $. Hein, c'était quelque chose. Il y avait un autre jeu qui s'appelait le Porter Atomic Energy Lab, laboratoire, hein, qui comportait un spin tariscope, 2 flacons contenant de l'uranium sous forme de minerai et sous forme chimique, ainsi qu'un radioactive screen
qui était un écran sur lequel on déposait de l'uranium et on voyait qu'il y avait une action. Donc il y a vraiment une radioactivité, c'est des rayons radio et c'est actif. Mais c'est aussi actif au niveau du corps, hein, c'est actif sur les cellules. Hein. Voilà. Alors c'est pareil avec les fours à micro-ondes, les téléphones portables et la 5G. Hein. C'est pareil comme pour tout. Hein. Au départ on dit que c'est rien, et après on dit bah ouais, mais dans les mines les gens ils ont chopé des cancers à cause des isolations. Les gens ont fait des cancers et des problèmes, tuberculose, je ne sais plus comment on appelle ça. Hein. Quand ils ont toujours du mucose, des mucoviscidoses par exemple. Voilà, bon. Voilà, donc on ne connaît pas les dangers au départ, on laisse faire, et puis quand ça rapportait assez d'argent et que les investigateurs sont à l'abri ou morts, et ben on dit ah mon Dieu, il y avait danger. Hein, l'amiante, oh mon Dieu, il y avait danger. Bon, ben, le plomb, oh il y avait danger, le plomb, les tuyauteries en plomb, oh mon Dieu. Maintenant l'aluminium, ah tout c'est couvert en aluminium. Vous allez à Decathlon, vous avez encore des couverts en aluminium, des gourdes en aluminium. Hein. On donne ça à des soldats en sachant qu'ils vont se faire mourir, qu'ils vont se faire tuer, ok, mais bon, à des gamins. Hein. Donc en tant qu'éducateur physique, j'ai pas besoin de fumer des joints ou de boire de l'alcool pour en voir les effets. Hein. Pas besoin de passer des heures à jouer avec des jeux vidéo ou de porter un téléphone portable toute la journée ouvert, hein, avec des émissions d'ondes pour constater les effets sur les ados lors des séances de sport. Voilà, donc ce que j'expliquais, c'est que dans les années 80, jusqu'à 90, bon, on voyait les gosses partout autour des HLM qui jouaient au foot, les filles qui sautaient à la corde, qui sautaient à l'élastique, qui faisaient des courses à vélo, qui faisaient du roller, des gens qui bougeaient beaucoup. Moi, dans mes cours, durant les animations vacances, quand j'avais 20 gamins, il y en avait un ou deux qui ne savaient pas faire la roue. Généralement, il y avait un obèse sur les 20, et encore. Années 90, donc que 10 ans après, je me retrouve avec 5-6 obèses morbides et 2 ou 3 qui sont vraiment lourds sur les 20. Donc ça fait quand même 10-50% qui ont du mal à pouvoir faire de la capoeira, par exemple. Mais par contre, il n'y en a plus qu'un ou deux qui sait faire la roue. Année 2000, il n'y a pratiquement plus personne qui sait faire la roue, quoi. Les gamins ne savent plus faire la roue, on vous les fait marcher à quatre pattes, ils sont mal aux poignets, ils ont mal aux genoux, ils ont mal partout. Bon, vous voyez, moi je constate, je n'ai pas besoin de me déglinguer le cerveau pour comprendre que ça déglingue le cerveau. Voilà, comme je disais, à 19 ans, moi je sautais des avions en treillis avec un sac à dos et un fusil, à 400 mètres du sol, je ne jouais pas avec mes pouces ou sur des manettes, d'accord ? Après on me dit oui mais c'est pareil, il y a l'addiction au sport. Ok, j'ai été faire les recherches, on appelle ça la bogorexie. Ah, il faut un nom pour tout, la bogorexie. Voilà. Alors, déjà, est-ce que vous avez déjà entendu les parents qui gueulent après leur gamin Kevin, viens manger. Et le gamin qui fait attends, je finis mes pompes. Non. Donc je finis ma série de squats et j'arrive. Je crois pas. Hein, je crois pas qu'il y a beaucoup de parents qui ont dû dire bon, tu descends tout de suite ou bien je supprime ton banc de muscu et ta barre à squat. Non, c'est plutôt tu descends tout de suite ou je te supprime la console de jeu. Ou je t'enlève le forfait dans ton téléphone. C'est plutôt ça, quoi. Donc, quand on parle du nombre d'addictés au sport, bon, généralement, ce sont surtout pour les professionnels qui ont commencé très jeunes. Hein. Bon, en général, je vous donne un échantillon, hein, c'est Dimour en 2006 qui a parlé de ça. Sur 20 000 adolescents, il trouve que 51,4% des pratiquants pratiquent 1 heure de sport par semaine. 51%, dans à peu près la moitié des adolescents, sur 20 000 adolescents, en 2006, pratiquent 1 heure de sport par semaine. Bon, est-ce qu'on peut dire que la même chose sur les jeux vidéo? Je suis pas sûr qu'on peut dire que les gamins font 1 heure de jeux vidéo par semaine. Je veux bien qu'on parle d'addiction, après il faut me donner les chiffres. Donc là je parlais des années 80. Je vais y revenir, hein. Là je saute à peu près sur le calendrier. Fin années 70, début 80, les boîtes disco. Donc ça commence juste à ce moment-là, hein. Et on danse seul, c'est plus les bars où on danse comme ça, c'est plus les balles de campagne où on danse à deux, non c'est disco les vendredis, samedi, dimanche, mais on danse tout seul, sauf qu'il y avait des slows. Les slows ont disparu dans les années 2000. Hein. Enfin, en 2000, il n'y a pratiquement plus de boîte qui fait de slow. Bon, fin 70, début 80, c'est le disco. C'est-à-dire qu'on est daddy cool, on marche en se regardant dans le blanc des yeux sans se toucher.
Les super-héros arrivent en force, hein, le mec il a une piqûre, il devient super costaud, voilà, sans avoir mérité ni fait quoi que ce soit, sans aucun effort. Donc voilà, il est la personne que tout le monde admire. Dans tous les films, vous avez du Rambo, du Schwarzenegger, du Conan, du machin, c'est le héros que tout le monde admire, donc on va vers l'individualisme. 80, on élève son gosse toute seule. Alors, je vous ai donné les chiffres, hein. Encouragé par le système sous forme d'allocation qui remplace le père. Hein. Donc voilà, quand une femme va vers l'homme pour avoir la sécurité hein, déjà physique et la sécurité en calories, en apport calorique. Et en plus, ça lui fait un gosse, ben, voilà, elle aura toujours la sécurité en calories, ne serait-ce qu'avec les allocs CS bar. Les pensions, mais là, même pas besoin, hop, on arrive, on fait un gosse toute seule sans rien dire au père, et puis on a les allocs par l'État. Voilà, c'est encouragé par le système. Donc on donne des jeux vidéo aux gamins, des Game Boy pour qu'ils restent à la maison, comme ça on sait où il est, hein, on n'a pas trop le temps. Hein. On achète un micro-ondes et la bouffe toute prête. Hein. Il y a plein de magazines qui sortent spécialisés dans les recettes pour micro-ondes. Un truc pas mal, j'ai vu ça en 84-86, le magazine micro-ondes, mon micro-ondes, Tupperware qui se met à faire des trucs spéciaux micro-ondes. Voilà. Alors le chômage a atteint ses plus hauts points, hein, donc de 1 million en 78, on passe 2 millions en 84 jusqu'en 87, 2 millions 5 à 94-96 et 3 millions depuis 2014. Le suicide augmente aussi, hein, dans les années 80, le plus haut taux de suicide se fixe en France, en gros 84 à 85 pour les gars et 84-86 pour les filles. Donc la solitude, l'individualisme, le manque de boulot et les subventions et les allocations. Voilà. Allocation, pardon. 90, les téléphones portables envahissent le marché. Hein. 50% des ados dessertent les clubs de sport. 2000, il n'y a plus de slow dans les boîtes. Hein. Généralisation des téléphones portables dans les lycées, les collèges, partout. Hein. Alors ça me rappelle une expérience du professeur Laborie hein, dans les années 70. Hein. En fin de compte, la matière grise augmente ou diminue selon que l'on fasse du sport ou qu'on le regarde. Donc il avait pris des rats, hein, j'ai déjà parlé de cette expérience. Hein. Alors vous imaginez l'équivalent d'un tatami de gym, hein, un tatami de judo, hein, 50 mètres carrés. Et puis il lâche des rats avec des jeux, hein, donc ce sont les roues à hamster, des tubes transparents, des labyrinthes, etc. Et pendant pratiquement 7 heures, les rats, toute la journée, ils vont chercher à développer leur matière grise. Instinctivement, je vous l'ai dit, l'être humain est le seul qui se fout dans un fauteuil avec un pétard et regarde la télé ou un jeu vidéo ou regarde des films pendant des heures. Il ne cherche pas à performer son ADN, on va dire, pour que sa descendance soit plus forte. Il est le seul à s'endormir, à se shooter, à boire de l'alcool, à bouffer des sucreries, des bouffes surcuites, des aliments préparés, rajoutés en sucre et en sel, et qui sont totalement indigestes, hein, qui transforment bourrés de molécules de Maillard à la cuisson, bref, cancérigènes, on va dire, ou carcérogènes, je sais pas on peut dire. Voilà. Donc vous avez 50 rats comme ça qui sont sur ces 50 mètres carrés, ils jouent, ils mettent une vitre derrière et ils mettent les rats qui vient de la même souche, hein, qui vient de la même famille. Hein. Ils mettent 50 rats qui regardent, 50 rats qui font du sport. Les 50 rats qui regardent et qui font du sport, ils en prennent 10 de chaque. Ils regardent le cerveau. Ceux qui regardaient ont eu une baisse de la matière grise par rapport à ce qu'ils étaient avant, et ceux qui ont fait du sport ont eu 20%, je crois, d'élévation de la matière grise, parce qu'ils pèsent le cerveau. Hein. Donc le cerveau, c'est des neurones, les neurones sont protégés par du gras, et tout ça, ça pèse. D'accord? Donc plus de gras, plus de neurones à protéger. Donc, sur les 40 qui restent, ils échangent. Vous voyez, donc ceux qui faisaient du sport, ils les mettent derrière, et ceux qui faisaient pas de sport, ils les mettent devant. Et ils se retrouvent à égalité. C'est-à-dire, ceux qui faisaient du sport, ils perdent les 20% de la matière grise, et ceux qui faisaient pas de sport, ils reprennent 20% de matière grise. On n'a pas besoin de les pousser au cul pour qu'ils fassent du sport. C'est instinctif chez les animaux. Voilà, ils veulent toujours être plus forts pour que leur descendance soit plus forte. Il n'y a que les hommes. Voilà, voilà. Donc c'est simplement ce genre d'expérience, c'est que dès qu'on vous donne une récompense, on donne des... Hein, c'est très pavlovien ça, hein. Vous faites un jeu, vous avez une récompense, vous faites n'importe quoi, vous donnez votre récompense, votre bière pendant le match de foot, votre sucrerie, vos saloperies, et puis voilà, et vous devenez dépendant à ça. Bon, enfin bref.
Voilà. Maintenant, au sujet de l'addiction. Parce qu'il paraît que je connais rien à l'addiction, alors je prends mon mémoire. Hein. Hop. C'est celui-là, voilà. Alors, page 79. Ah, je vous l'ai déjà montré, hein, parce que si je prends la page 80, on tombe sur le travail du déséquilibre et du rééquilibre du système nerveux autonome. Hein. Donc tout ce qui est addictif, en fin de compte, c'est quelque chose qui va vous déséquilibrer le système nerveux, bon, que j'ai déjà marqué. Hein. Donc sur ma page, j'explique bien ce que c'est qu'une dépendance, une addiction. Alors, je cite Pierre Fouquet, hein, qui est le fondateur de l'alcoolologie moderne et de la Société française d'alcoolologie. Il dit la dépendance, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Alors les gens qui me disent moi je suis pas addict de quoi que ce soit, je leur dis arrêtez. Arrêtez, vous allez bien voir si ça vous manque, si vous pétez les plombs, si ça vous gratte partout, vous verrez bien si vous êtes addict ou pas. Hein. Ça fait bien marrer, quoi. Il y a aussi une autre phrase qui est sympa aussi, qui était attribuée à Voltaire, mais bon, je pourrais pas le jurer, qui dit dis-moi qui tu ne peux pas critiquer, je te dirai qui te gouverne. Ou par qui tu es gouverné. Mais là, c'est pareil, hein, quand je dis quelque chose et les gens me critiquent en disant tu n'as pas le droit de dire ça, c'est parce que je m'adresse à leur maître. Hein. Alors, écoutez, on va dire, je vais vous donner des chiffres, hein, tant pis, hein, parce qu'ils m'engueulent quand je dis qu'il y a 78 000 morts par la cigarette tous les ans en France. Alors, je vais quand même vous donner les chiffres qui datent aussi, non pas d'un mémoire, mais d'un topo que j'avais fait pour Eliette Le Rouge, qui s'occupait de la tabacologie à l'OMS à l'époque. Hein. Donc, ça date de 2004. Donc, ça a 14 ans. Vous imaginez, en 14 ans, comme ça a dû augmenter. Mais je vous donne quand même les chiffres, parce que j'avais étudié ça sur 5-6 reportages. Donc, le tabac, en quelques chiffres, en 2004. Hein. Un mort toutes les 6 secondes et demie, d'après l'OMS. Maintenant, ça doit être peut-être tous les 5 secondes. 5 millions de morts dans le monde chaque année. 3 millions de morts dans les pays riches et 7 millions dans les pays pauvres. 13 millions de morts par jour aux USA. 13 000 morts, pardon, par jour aux USA. 13 000 morts par jour aux USA. En 2004. Ça représente 30 avions 747 qui s'écrasent tous les jours, jour après jour. Vous savez, parce qu'on nous avait bassiné à l'époque, parce qu'il y avait un 747 qui était tombé en Algérie, on ne savait pas trop au Maroc, ou en Égypte, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. La différence, c'est que là, le tabac, aux États-Unis, c'est 30 avions. C'est l'équivalent de 30 avions qui s'écrasent tous les jours, et personne ne dit rien. 500 000 morts par an aux USA. 100 millions d'êtres humains sont morts au XXe siècle. Plus qu'avec toutes les guerres, hein, Hiroshima et compagnie, et Nagasaki, Pol Pot et compagnie réunis. Hein. 100 millions de morts d'êtres humains sont morts au XXe siècle avec le tabac. 1 milliard de fumeurs mourront au XXIe siècle si rien ne change. Alors il y a 417 milliards de cigarettes Philip Morris vendues à l'étranger. Plus qu'aux USA, puisqu'il y a des lois aux USA, hein, n'est-ce pas 2 millions d'ados se mettent à fumer aux USA chaque année, ce qui représente 2 000 $ de publicité par enfant. Mais ils deviennent accros à vie une fois qu'ils ont commencé. 47 000 Canadiens meurent chaque année des suites du tabac, 78 000 morts en France, 4 000 substances chimiques toxiques sont présentes dans la fumée de cigarette, donc le mec qui fume et qui vous balance sa fumée, qui dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, ma liberté, ben, ta liberté, ben, t'es en train de tuer tes gosses, t'es en train de tuer ta femme, t'es en train de faire chier tout le monde, avec 4000 substances chimiques, toxiques et cancérigènes dans ta fumée, voilà. 46 États ont intenté un procès à 17 grands fabricants de tabac. Chacun affirme que ni le tabac ni la nicotine ne créent de dépendance, donc ils ont payé 206 milliards de $ d'amende, en promettant de ne plus faire de pub aux jeunes. Sauf qu'en fin de compte, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des petits tabacs. Ils ont fait des petits trucs genre 4 cigarettes dans un petit paquet super fun à la mode. Ce qui fait que les enfants qui n'ont pas d'argent, ben, ils achètent ça. Hein, parce que voilà, au lieu que ce soit 20 cigarettes, c'est des paquets de 4. Hein, un petit peu comme les P4 chez nous à l'époque, hein, dans les années 70. Voilà, durant 10 ans, Philip Morris fit le nécessaire pour retarder la mise sur le marché de la Nicorette. En 88, le tabac représentait aux USA 2% du marché. 10 ans après, il représente 30%. Alors, pour information, le 11 septembre, 2899 morts. Al-Abja au Kurdistan, 5000 morts. Hiroshima, 70 000 morts. La grippe aviaire si médiatisée durant des mois, 0 morts. Les produits du tabac jamais médiatisés, 50 millions de morts dans l'indifférence en 10 ans. Voilà. Ça c'est fait. Ce sont des faits. Ce sont des faits réels. Ce sont des chiffres réels. Ce n'est pas des opinions personnelles d'addictés.
qui défendent leurs produits. Moi je défends la santé, je défends la mise en mouvement, le sport. Hein, si vous voulez être des rats qui regardent les choses, eh ben, tant pis. Si vous voulez être des rats qui bougent toute la journée, eh ben, je dis bravo. Voilà. Alors pour ce qui est des jeux vidéo, puisque voilà, soi-disant je connais rien aux jeux vidéo, bah, moi je prends les études des jeux vidéo, moi je vois les conséquences sur les gamins. Je connais pas, je vois simplement. Hein. Donc le jeu vidéo rend sédentaire évidemment, donc sédentarité ça vient du latin sedere, qui veut dire être assis. Comme moi je suis assis, mais croyez-moi que je commence à bouillir, de rester assis comme ça. Quand j'ai mon ordinateur, le problème pour moi, ça a été de trouver un siège. Alors au départ, j'ai mis mon ordinateur par terre, je me suis mis en zafou, en zazen sur mon zafou. Après, j'ai pris un truc où on mettait les genoux, là, vous savez, où on se bloque avec les genoux pour être bien cambré, des sièges, tout ce qu'on veut, droite et gauche. Impossible de trouver un truc sur lequel je pouvais rester assis une demi-heure. Et quand je prenais l'avion, je vous dis pas un peu comme c'était l'horreur, rester 7 heures assis pour aller au 7 heures. 12 heures assis pour aller au Japon. Alors, pour ce qui est de la vidéo, pour le professeur François Carré, pour ce qui est de rester assis quand on joue au jeu, pour le professeur François Carré, cofondateur de l'Observatoire de la sédentarité, la sédentarité croissante est liée à la mauvaise utilisation que l'on fait du progrès. Évidemment, les jeux vidéo, il faudrait les faire en courant, il faudrait les faire en faisant du vélo d'appartement, par exemple. Plus le temps, il y a un bon truc, c'est vous prenez votre ordinateur, vous le branchez au vélo. Vous voyez, comme ça, il ne marche pas. Il ne marche que si vous pédalez. Ça, c'est intéressant, par exemple. Vous voyez. Plus le temps journalier passé en position assise est élevé, et plus courte est l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on diminue notre espérance de vie au fur et à mesure qu'on allonge notre temps de sédentarité. Et pour les gens qui travaillent assis, regardez les secrétaires, que je vois un petit peu partout dans l'administration, et commencent, elles ont un cul comme ça, et terminent, elles ont un cul comme ça à la retraite. Bon, si elles ne meurent pas d'un arrêt cardiaque avant. Alors le cardiologue et médecin du sport est également auteur du danger de sédentarité, Vivre en bougeant, édition du Cherche Midi, voilà, je vous le conseille. La sédentarité tue plus que le tabac. Alors vous imaginez, le tabac, c'est 78 000 morts en France par an, pardon, oh là là, voilà, par an, 78 000 morts par an. Et là, la sédentarité, le fait de rester assis, tue bien plus. Alors, plus le temps journalier passé en position assise est élevé, plus courte est l'espérance de vie. La sédentarité favorise le développement de facteurs de risque cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, l'obésité, avec toutes les complications que cela indique. Mais surtout, la sédentarité encrasse notre organisme et tous nos organes qui font fonctionner moins bien, qui vont fonctionner moins bien, avec un niveau d'inflammation et de stress oxydatif au niveau de l'organisme qui va augmenter. Ces dernières perturbations vont favoriser le développement de nombreuses maladies comme les cancers. Donc, j'en profite, venez à mon stage, je vous expliquerai comment sortir de tout ça, par la respiration, par le travail du ki, par le travail de mise en mouvement des énergies, voilà, fluidification, concentration et mise en mouvement des énergies. La sédentarité favorise tous les troubles musculo-squelettiques, le mal au dos, le mal au cou, le mal d'épaule, qui sont responsables d'un grand nombre d'arrêts du travail. Chez le sujet âgé, la sédentarité favorise le développement de la maladie d'Alzheimer et les risques de chute. Enfin, la sédentarité favorise le développement de plusieurs désagréments qui nous gâchent la vie quotidienne, les jambes lourdes, la constipation, sensation de fatigue chronique. Le moindre effort paraît insurmontable. Donc ça, c'est pour la sédentarité en général. Oui, je parle vite parce qu'on m'a dit que je parlais trop doucement et que ça allait vous endormir. Alors je parle un peu plus vite. Dans un entretien publié le 6 août 2018 par le site Réinformation, Suzanne Greenfield, professeure à l'université d'Oxford et ancienne directrice de la Royal Institution of Great Britain, nous livre des informations capitales concernant l'utilisation massive des réseaux sociaux et des jeux vidéo par nos enfants. D'après elle, il provoque une régression cérébrale et une immaturité associée à un âge mental de 3 ans. J'avais déjà vu ça quelque part il y a très longtemps, que là c'est en 2018, donc c'est pas ça, donc c'est bien avant que j'avais lu ça, que quand on donne un jeu à un enfant entre 3 et 5 ans, il y a quelque chose qui se bloque dans le cerveau. C'est comme quand vous commencez à prendre de l'alcool, une cigarette, vous avez un petit réceptacle dans le cerveau qui commence et qui demande à être rempli tout le temps. C'est le début de l'addiction. Voilà, donc déjà, le problème c'est que ça devient une sorte de... J'ai donné le nom l'autre jour, je ne me souviens plus vraiment, bref, une dégénération, on va dire, cérébrale qui nous ramène à l'âge de 3 ans, à l'âge mental de 3 ans. Capacité à communiquer dans la vie réelle, à éprouver des sentiments d'empathie, à penser par soi-même, tous ces fruits essentiels de l'éducation sont contrés par l'omniprésence des écrans dans la vie des jeunes. Toute une génération devient ainsi une génération décervelée.
c'est pas moi qui le dis, sciemment privés de ses talents et de ses capacités intellectuelles. Les jeunes adeptes des réseaux sociaux sont bombardés de gratification immédiate, créant chez eux un besoin d'avoir à chaque instant quelque chose qui puisse les distraire de façon à entraver leur propre narration intérieure, leur propre processus de pensée interne, explique le professeur Greenfield. Alors il y a beaucoup de gens maintenant qui me demandent, et j'en suis content, comment on peut méditer. Donc on fait ça nous dans nos stages, évidemment c'est la base, hein. Donc les personnes nous demandent comment on fait pour méditer, donc j'ai encore envoyé aujourd'hui et hier et avant-hier des textes qui expliquent comment déjà se préparer à la méditation, hein, se concentrer sur la respiration, la posture, le battement de cœur, toutes ces choses-là qui vont vous ramener à vous-même, donc quand même à l'essentiel, hein, c'est quand même vous-même, hein, pour vous, hein, l'essentiel. Hein. Plutôt que balancer toute votre énergie dans le virtuel, dans quelque chose qui n'existe pas, et puis pendant ce temps-là, ce corps, il est privé d'énergie. Et je ne veux pas être complotiste plus que ça, mais certains disent que pendant que ce corps il est privé d'énergie, notre corps énergétique et nos défenses auriques, donc du corps de l'aura, sont diminuées, et on serait possédé par des entités maléfiques, diaboliques, sataniques, tout ce que vous voulez. Moi, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je l'ai beaucoup entendu. Voilà. Elle met en garde, ce que je prédis, c'est que les gens seront comme des enfants de 3 ans, émotifs, adeptes de la prise de risque, dotés de compétences sociales médiocres et d'une conscience incertaine de leur identité propre. Ah ben si on commence à confondre identité de genre et expression de genre, n'est-ce pas? Voilà, et n'ayant plus qu'une faible durée de concentration. Ben, les gens, ils sont tellement en dehors de leur corps, et ils sont tellement dans le virtuel, à se prendre pour des personnages qui n'existent pas, qu'ils savent même plus qui ils sont. Voilà. Avant, un gamin à 5 ans, 6 ans, 7 ans, il voyait papa, il voyait maman, il savait ce qu'il avait à faire. Hein. Il allait devenir un responsable de famille qui allait devoir travailler pour élever ses enfants et nourrir sa femme pendant qu'elle-même faisait l'éducation des enfants. Il les nourrissait, chacun avait ses tâches. Le gamin, à 10 ans, il savait déjà ça. Hein. Maintenant, à 10 ans, il se prend pour une licorne, ou je ne sais trop quoi. Un G.I. Joe qui tue des zombies par milliers, quoi. Les enfants ont besoin d'activités comportant un début, un milieu et une fin, comme la lecture de livres, le sport ou le jardinage, plutôt que de faire des multitâches. Où tout arrive en même temps, où l'on peut avancer, reculer dans le temps du jeu. Hein. Voilà. Faire de l'exercice physique, manger ensemble et surtout raconter des histoires, des activités essentielles que les enfants ne font plus. Les responsables des réseaux sociaux et les fabricants de jeux vidéo devraient se confesser publiquement des techniques additives qu'ils utilisent pour que leurs clients restent en ligne. Si les gens étaient conscients de la manière dont ils sont manipulés, ils se rebelleraient, conclut-elle. Alors, juste un petit truc, vous voyez, nous, on est dans un milieu, on va dire, assez... en France, hein, je parle, hein, le milieu cis, blanc, cisgenre, blanc, etc., est un milieu assez privilégié. Mais regardez, par exemple, à La Réunion, par exemple, ou dans les îles, comme ça, où les gens commencent à faire les gilets jaunes, c'est pas le samedi matin, on crie sur les Champs-Élysées. Là, les mecs, ils ont tout pété et c'est devenu la loi martiale, comme j'avais prédit. Voilà. Donc nous, on n'en fait pas assez pour avoir la loi martiale, parce que, comme disait Coluche, les gens... Coluche disait, j'ai arrêté de croire que tout allait changer. Hein, en mai 68, quand il a vu que les gens rentraient chez eux le dimanche, voilà. C'est dimanche, on rentre chez nous. Voilà. Donc on arrête de manifester. Donc les gilets jaunes, s'ils veulent continuer, enfin s'ils veulent obtenir quelque chose, il faut pas lâcher. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas longtemps, si on arrête maintenant, c'est foutu. Voilà. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir changer quoi que ce soit. Ça fait plus de 40 ans qu'on attend ça, 40 ans, ça fait les années 80, ça, hein, début des 80, hein, maintenant. Hein, voilà. Donc si on ne veut pas en 2019-2020 vraiment avoir la guerre civile qu'on nous promet pour nous obliger à avoir une loi martiale et instituer la puce et les contrôles, hein, la puce RFID et les contrôles, voilà, pour tout le monde. Hein, voilà, vous ne pourrez pas l'épicer, vous ne pouvez pas éteindre la lumière sans qu'il y ait quelqu'un qui comptabilise ça. Ok, donc 27 au 29 décembre,
Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller vous baigner à la mer hein, si vous ne voulez pas. Le 3 au 5 janvier, pareil, hein, donc des stages, j'ai déjà quelques inscrits. Mais comme me l'a dit un médecin là, qui m'a téléphoné tout à l'heure, qui m'a encouragé à continuer les vidéos aussi, comme l'ont écrit 2-3 personnes encore ce matin aussi, que j'ai reçu ces messages, ça fait du bien, qui me disent, voilà, faut pas que je lâche, faut pas que j'arrête mes vidéos, je suis le témoin de mon époque, je sais pas, c'est vrai que beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de copains au cimetière qui sont tués en moto parce qu'ils avaient pris quelques bières, ou qu'ils avaient fumé des joints, ou qu'ils ont reçu quelques coups de couteau. Bon, j'en ai beaucoup qui sont après un divorce, qui ont commencé à bouffer des médocs, à aller voir un psy et bouffer des médocs et qui sont maintenant complètement aux fraises. Hein, ils n'ont plus de cheveux, le peu qui reste, ils sont blancs, les cheveux sont blancs, puis ils sont en train de trembler. J'ai été vraiment perturbé de voir ces gens qui faisaient de la gymnastique avec moi quand j'avais 10 ans, qui sont maintenant en train de sucrer les fraises, voilà, qui sclérose en plaques et compagnie. Voilà, donc moi je vous ai donné quelques chiffres, hein, regardez la vidéo, prenez des notes, je tiens le texte à disposition à ceux qui veulent, ils peuvent me critiquer, hein. Par exemple j'ai dit qu'il y avait 3 500 000 mères célibataires de plus, hein, c'est peut-être 3 350 000, j'ai arrondi, on peut toujours me critiquer, voilà, moi je dis pas ceci est bien, ceci est mal, je constate, je donne l'information, j'ai pas une chaîne YouTube qui va me faire vivre. Voilà. Voilà. Donc je suis content que la vidéo n'ait pas arrêté depuis. Ouais, ça commence à bien se vider la batterie. Mais voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite qu'on se rencontre bientôt. Tout éveil nécessite un sacrifice, ne serait-ce que le fait de venir jusqu'ici pour me rencontrer. Je vous donnerai toutes les réponses à vos questions, à toutes vos questions, à n'importe quel sujet. Je suis le témoin de mon époque. C'est une époque qui a emmené un grand changement. La première chose que j'ai vue dans les années 70, ça a été les petits marchés, ce qu'on appelle les petites copes, hein, qui étaient déjà des magasins où la première fois je voyais 10-20 carambars par poche, j'étais étonné. Nous on achetait le carambar 5 centimes à la petite épicerie du coin, le caramel 1 centime, et on voyait des poches de 50 caramels, des boîtes de 10-20 malabars, des carambars, mais on était étonnés, hein, on était vraiment étonnés de voir autant de choses, mais on se disait mais pourquoi? Ça tue le plaisir quand vous avez bouffé des bonbons comme ça, hein, de temps en temps on arrivait, on en piquait un caramel, on achetait un carambar à 5 centimes, on piquait un caramel à 1 centime, voilà, tout le monde le savait, mais voilà, on avait 10 ans, et puis les supermarchés ont commencé, pardon, les marchés ont commencé, oui, les coop, les super coop ont commencé à vendre, la coopérative, c'était la coop, hein, on vendait des petits sachets avec une 50aine de caramels, et puis tout d'un coup, on a vu effectivement les supermarchés, c'est-à-dire qui s'agrandissaient avec des rayons de 40 tablettes de chocolat, des rouleaux de réglisse par paquet de vin, des bonbons, des boissons sucrées, des boissons, que des produits chimiques, hein, de l'eau, du sucre, du chocolat, du caramel, des colorants, ces années 60, 73, 74, 75, 76. J'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai pas compris déjà à l'époque, mais déjà je méditais, hein, donc déjà je regardais les choses, je constatais, j'avais conscience de tout ça. La méditation permet d'avoir une conscience qui vous permet de regarder sans forcément juger. Ça m'a étonné, ça m'a surpris. Après, bon, voilà, ça donnait ce que ça donnait, hein. Les mecs bourrés de sucre qui allaient se shooter, fumer des joints, circuit de la récompense, amygdale et compagnie. Ok, puis Carrie, je parle des amygdales en parlant. Voilà. Donc bonsoir à tout le monde, je vais essayer de mettre ma vidéo tout de suite. N'oubliez pas qu'on fait notre stage, et franchement, voilà, tant que je peux faire les stages, je ferai les stages, et là, ça va en apprendre beaucoup sur vous-même, on constatera dans quel état vous êtes arrivé avec toutes ces transformations que vous avez subies, parce que vous n'êtes pas coupable, hein, bien sûr, et comment redresser la barre, et comment faire que vous allez vous en sortir. Tout le monde peut en sortir, quel que soit votre état, vous pouvez vous en sortir, parce que le principe du vivant, c'est de bouger, c'est de changer. Il n'y a que les montagnes qui ne se changent pas, qui ne se rencontrent pas, et encore. Elles mettent tout leur temps, elles mettent du temps, mais elles se rencontrent. Je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite le meilleur que je peux vous souhaiter. Merci à vous pour votre écoute, merci pour tous les tipeurs des
la vingtaine de tipeurs qui ont fait des dons entre 20 et 40 euros. Merci beaucoup, c'est vraiment superbe. J'ai pu changer la caméra déjà, grâce à vous. Bravo, bravo, je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir faire des super montages, je vais pouvoir apprendre à avoir des bons logiciels et je vais vous faire des super vidéos. Je vous garde quelques petites surprises, mais voilà. N'hésitez pas à liker, à encourager, à mettre des commentaires et merci à vous. À très bientôt.